Le corps blindé d'Israël est mort, pas endommagé, pas temporairement dégradé, mort. En ce moment même, chaque usine de chars est en feu. Chaque dépôt de maintenance a été réduit à l'état de décombres fumants. Chaque centre logistique vital, maintenant la flotte de Merkava opérationnelle, a été anéantie avec une précision chirurgicale terrifiante. Il n'y a aucune voie de rétablissement, pas dans un délai qui importe pour la survie de cette nation. Pendant 30 ans, j'ai analysé la réalité brutale de la guerre mécanisée. Et je n'ai jamais vu une force blindée entière intégralement neutralisée de cette manière, sans un seul engagement char contre char. Ce que l'Iran a exécuté en seulement 72 heures n'était pas une simple victoire tactique, c'était une amputation. C'était le retrait absolu et systématique de l'entière capacité de combat terrestre d'Israël. Les bêtes d'acier ont été affamées et la guerre terrestre est terminée. Le Merkava n'est pas seulement un char, il représente le fondement de la doctrine terrestre de Tsahal, le point blindé qui définit la puissance militaire israélienne depuis 1967. L'entière structure des opérations terrestres israéliennes suppose la disponibilité du Merkava, la doctrine interarmes, la coordination de l'artillerie, le soutien de l'infanterie. Tout cela est construit autour de la manœuvre blindée comme élément décisif. Enlever cela, et ce qui reste est une force terrestre conçue pour un type de guerre qu'elle ne peut plus mener. L'Iran l'a compris, et au cours de 3 nuits de frappes de précision, ils l'ont démantelé pièce par pièce. Le complexe de maintenance de Tel HaShomer, où chaque révision et mise à niveau majeur des Merkava a lieu, a été frappé par 47 missiles de croisière dans une séquence qui a provoqué l'effondrement du hall d'assemblage principal, détruit les baies d'outillage spécialisées et incendié les entrepôts de stockage de pièces. La base logistique de Hatzerim dans le Negev, principal point de distribution pour les munitions de chars, les chenilles de rechange et les composants du groupe motopropulseur, a absorbé 34 impacts qui ont éliminé la capacité opérationnelle de l'installation pour des mois. Et le complexe d'usine Yami à Ramat HaSharon, où les coques des Merkava sont fabriquées et modernisées, a été frappé avec une précision qui a ciblé non pas le stockage des véhicules finis, mais la chaîne de production elle-même, les postes de soudage, les équipements de découpe des plaques de blindage, les baies d'intégration des systèmes. À l'aube du 4e jour, la flotte de chars d'Israël était opérationnellement finie. Non pas parce que les chars eux-mêmes ont été détruits, bien que des centaines l'aient été, mais parce que tout l'écosystème industriel et logistique qui les soutient n'existe plus. Voilà à quoi ressemble la pensée stratégique lorsqu'elle est exécutée par des personnes qui comprennent que la guerre moderne ne se gagne pas en détruisant l'armée ennemie, elle se gagne en détruisant la capacité de l'ennemi à déployer une armée. Dans cette analyse, nous allons répondre à 3 questions qui définissent ce qui va se passer ensuite. Comment l'Iran a-t-il identifié et frappé simultanément chaque nœud critique de la chaîne d'approvisionnement de la guerre blindée d'Israël? Et que révèle ce niveau de renseignement de ciblage sur la durée de la planification réelle de cette opération? Qu'arrive-t-il à une armée construite autour de la manœuvre blindée lorsque les chars cessent de rouler? Et pourquoi le réapprovisionnement d'urgence américain ne peut-il pas réparer ce que l'Iran vient de briser? Et lorsque la puissance de combat terrestre d'Israël s'effondre tandis que la capacité de l'Iran reste intacte et croissante, qui contrôle le champ de bataille? Et à quoi ressemble la guerre terrestre au Moyen-Orient quand l'un des camps a des chars et l'autre n'en a pas? Si ce niveau d'analyse vous importe, abonnez-vous et restez avec moi. Partagez ceci avec quiconque essaie de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Laissez votre évaluation dans les commentaires. Maintenant, décortiquons cela complètement. Ce qui me frappe en premier dans cette campagne, c'est l'exhaustivité du ciblage. L'Iran n'a pas frappé une partie de l'infrastructure critique soutenant la flotte de chars d'Israël. Ils ont tout frappé dans une fenêtre de 72 heures. Chaque installation majeure impliquée dans la production, la maintenance, la mise à niveau, l'approvisionnement en munitions et la distribution logistique des chars a été frappée, beaucoup d'entre elles à plusieurs reprises, dans une séquence qui reflète des années de collecte de renseignements et de planification opérationnelle. Le complexe de Tel HaShomer allait toujours être la cible principale parce qu'il est irremplaçable. C'est là que les chars Merkava endommagés au combat sont ramenés pour être réparés. C'est là que se font les révisions de moteurs. C'est là que sont installées les améliorations de blindage. C'est là que les systèmes de protection active Trophy sont intégrés. Perdez Tel HaShomer et tout le concept de maintien d'une flotte de chars lors d'opérations de combat prolongées s'effondre car il n'existe aucune installation de secours avec une capacité équivalente. L'Iran le savait. Les 47 missiles qui ont frappé le complexe n'ont pas été distribués au hasard. Ils ont été séquencés pour effondrer des structures spécifiques dans un ordre calculé pour maximiser les dommages en cascade. Le toit du hall d'assemblage principal s'est effondré en premier, ensevelissant l'équipement de levage et l'outillage spécialisé sous des tonnes de béton armé. Les entrepôts de pièces ont été frappés avec des ogives incendiaires qui ont enflammé le caoutchouc, les lubrifiants et les matériaux composites stockés à l'intérieur.
créant des incendies qui ont brûlé pendant 18 heures et consumé un inventaire qui a pris des années à s'accumuler. La base de Hatzerim dans le Negev remplissait une fonction différente, la distribution de munitions et de composants. La flotte de chars d'Israël est dispersée sur de multiples théâtres opérationnels et Hatzerim était le nœud central par lequel les munitions de chars de 120 mm, les chenilles rechange, les pièces de moteur et les composants du système de contrôle de tir affluaient vers les unités avancées. Le stockage de munitions à Hatzerim représentait à lui seul environ 30 jours de consommation de combats blindés de haute intensité soutenue. Les 34 missiles de croisière qui ont frappé l'installation ont fait exploser les bunkers de munitions dans une séquence qui s'est propagée à travers tout le complexe de stockage. Les explosions secondaires ont été enregistrées par des moniteurs sismiques jusqu'en Jordanie, mais la frappe sur le complexe d'usine IMI de Ramat Hasharon est ce qui vous indique qu'il ne s'agissait pas simplement d'un effet immédiat sur le champ de bataille. Il s'agissait d'éliminer les capacités futures. L'usine produit des coques de Merkava, fabrique des plaques de blindage et sert de point d'intégration pour les véhicules nouvellement construits. La frappée n'affecte pas les chars actuellement en service. Cela garantit qu'il n'y aura pas de nouveaux chars pour remplacer les pertes. La précision du ciblage à Ramat Hasharon était remarquable. Les ogives ont frappé les baies de production où s'effectue le soudage des coques, les postes de découpe où les plaques de blindage sont façonnées, les halls d'intégration des systèmes où les groupes motopropulseurs sont couplés au châssis. Les bâtiments administratifs sont restés debout, les parkings des travailleurs ont été épargnés, l'Iran n'a frappé que ce qui importait sur le plan opérationnel, et ils l'ont frappé avec suffisamment de précision pour le détruire sans gaspiller de munitions sur des structures non pertinentes. D'un point de vue professionnel, ce que cela révèle, c'est que les renseignements de ciblage de l'Iran sur l'infrastructure militaire israélienne sont exhaustifs et actuels. Vous ne pouvez pas frapper chaque nœud critique d'un système industriel complexe simultanément à moins de savoir où se trouvent ces nœuds, ce qu'ils font et comment ils sont structurés en interne. Ce niveau de connaissance ne s'acquiert pas par l'imagerie satellite. Il s'acquiert par des années de collecte patiente de renseignements, sources humaines, surveillance technique, espionnage industriel, renseignements d'origine électromagnétique, la planification opérationnelle qui a converti ces renseignements en une campagne de frappe coordonnée de 72 heures reflète un niveau de sophistication que la plupart des analystes occidentaux n'estimaient pas atteint par l'Iran. Et le résultat est une flotte de chars qui existe toujours au sens physique. Il y a encore des centaines de chars Merkava garés dans des parcs automobiles à travers Israël, mais qui ne peut pas être soutenu lors d'opérations de combat. En quelques jours, les taux de disponibilité opérationnelle commenceront à chuter à mesure que les véhicules tomberont en panne et ne pourront pas être réparés. En quelques semaines, les pénuries de munitions imposeront une réduction des cadences de tir. En quelques mois, la flotte sera un actif statique plutôt qu'une force de combat mobile. Et il n'y a pas de solution rapide, car ce que l'Iran a détruit ne peut pas être reconstruit rapidement. Le Merkava Mark IV représente la pointe de la conception des chars de combat principaux. Contrôle de tir sophistiqué, blindage composite en couche, système de protection active, Trophy qui intercepte les missiles anti-chars en approche, un moteur de 1500 chevaux qui déplace 65 tonnes de véhicules blindés à une vitesse surprenante. Il est, selon tous les critères techniques, l'un des chars les plus performants actuellement en service dans le monde. Mais capacité et durabilité ne sont pas la même chose. Et ce que les frappes de l'Iran ont exposé, c'est que la sophistication technique du Merkava s'est faite au prix de la résilience logistique. Les chars de combat principaux modernes ne sont pas des machines simples. Le Merkava Mark IV contient des milliers de composants, dont beaucoup sont des pièces spécialisées qui ne peuvent pas être obtenues auprès de fournisseurs commerciaux et doivent être fabriqués selon des spécifications militaires par des entrepreneurs de la défense disposant d'habilitations de sécurité et de capacités techniques que seule une poignée d'entreprises possèdent. L'ordinateur de contrôle de tir, le système d'imagerie thermique, le radar Trophy et le lanceur d'intercepteurs, la transmission qui gère le couple du moteur. Ce ne sont pas des articles prêts à l'emploi. Lorsqu'ils se cassent, ils doivent être remplacés par des pièces fabriquées spécifiquement pour le Merkava, stockées dans des installations spécialisées et installées par des techniciens formés utilisant des équipements qui n'existent qu'à quelques endroits. C'est la structure fondamentale que l'Iran a ciblée, non pas les chars eux-mêmes, mais l'infrastructure spécialisée qui les fait fonctionner. Le complexe de Tel HaShomer abritait les seules installations en Israël capables d'effectuer certaines catégories de maintenance approfondie, reconstruction de moteurs, révision de transmission, diagnostic des systèmes de contrôle de tir. Détruire Tel HaShomer n'a pas éliminé les chars, cela a éliminé la capacité de les réparer lorsqu'ils tombent en panne.
Et ils tomberont en panne, car les opérations de combat sollicitent les systèmes mécaniques au-delà de leurs paramètres de conception, et les opérations soutenues accélèrent les taux d'usure à des niveaux qui nécessitent un soutien de maintenance continu. Comparez cela avec le modèle de durabilité que l'Iran et ses partenaires régionaux emploient pour leurs propres forces blindées. Les chars iraniens, variantes du T-72, modèle modernisé sur le plan national, sont construits sur une philosophie de conception fondamentalement différente. Ils sont moins sophistiqués, moins performants en termes techniques purs, mais considérablement plus durables dans les conditions du terrain. Les pièces sont plus simples. La maintenance peut être effectuée avec des équipements moins spécialisés. La chaîne d'approvisionnement ne dépend pas d'une poignée d'installations irremplaçables. Il ne s'agit pas de savoir si un char est meilleur qu'un autre d'un point de vue technique. Il s'agit de savoir quelle structure de force peut soutenir les opérations de combat lorsque l'architecture logistique fait l'objet d'une attaque directe. Et ce que l'Iran a démontré, c'est que la complexité sans la résilience est une vulnérabilité stratégique qui peut être exploitée par un adversaire disposant de renseignements suffisants et d'une capacité de frappe de précision. Le système de protection Active Trophy est un parfait exemple de cette dynamique. Le Trophy est extraordinairement performant. Il a démontré des taux d'interception élevés contre les missiles guidés anti-chars en conditions de combat, et il offre aux équipages de Merkava une couche de protection que peu d'autres forces blindées dans le monde possèdent. Mais le Trophy est aussi extraordinairement complexe. Il nécessite une alimentation électrique continue, des composants radars spécialisés, des munitions d'interception qui doivent être rechargées après chaque engagement, et des mises à jour logicielles qui transitent par les canaux d'intégration des systèmes de Tsahal. Lorsque l'infrastructure de maintenance et d'approvisionnement soutenant le Trophy est détruite, le système ne peut pas être maintenu. Les chars équipés de Trophy qui épuisent leur charge d'intercepteurs ne peuvent pas être rechargés si les installations qui stockent et distribuent ces intercepteurs n'existent plus. Ce qui m'inquiète, c'est que cette vulnérabilité n'est pas unique à Israël. Chaque armée occidentale qui a recherché des capacités techniques de haut niveau comme fondement de sa structure de force a bâti une dépendance similaire à une infrastructure spécialisée, centralisée et difficile à remplacer. L'Abrams américain, le Leopard allemand, le Challenger britannique, tous nécessitent des écosystèmes logistiques vulnérables exactement au même type de ciblage systématique des infrastructures que l'Iran vient de démontrer. C'est la leçon qui devrait empêcher les planificateurs de la défense de dormir. La supériorité technique au niveau de la plateforme n'a aucun sens si l'architecture logistique qui la soutient peut être éliminée en 72 heures de frappe de précision. Je sais comment s'est déroulée la conversation au Pentagone lorsque les évaluations des dommages de ces frappes ont commencé à arriver. Quelqu'un a proposé des transferts de chars d'urgence, prélever des M1 Abrams dans les stocks de l'armée américaine et les transporter par pont aérien vers Israël comme solution d'urgence. Quelqu'un d'autre a proposé la livraison accélérée de composants de chars et de munitions depuis les dépôts américains. Et quelqu'un avec de l'expérience opérationnelle a expliqué pourquoi rien de tout cela ne résout réellement le problème que l'Iran vient de créer. Transférer des chars américains à Israël ne résout pas le problème de l'infrastructure de maintenance. Le Merkava et l'Abrams ne sont pas des systèmes interchangeables. Ils utilisent des munitions différentes, du carburant différent, des pièces différentes, des procédures de maintenance différentes. Les équipages de chars israéliens sont formés sur le Merkava. Le personnel de maintenance israélien est formé sur le Merkava. Les systèmes logistiques israéliens sont conçus autour des exigences d'approvisionnement du Merkava. L'introduction d'un char différent dans cette structure ne comble pas le vide. Cela crée de nouveaux vides, car maintenant vous essayez de soutenir deux flottes de chars différentes avec deux chaînes logistiques différentes, et l'infrastructure soutenant les deux a été détruite. Les expéditions de pièces d'urgence ne sont d'aucune aide lorsque les installations qui installent ces pièces n'existent plus. Vous pouvez transporter des moteurs de chars par pont aérien vers Israël, mais si les baies de maintenance où ces moteurs sont installés ont été réduites en décombres, les moteurs restent dans des caisses. Vous pouvez livrer des intercepteurs Trophy de rechange, mais si les installations d'intégration où ces intercepteurs sont chargés sur les chars ont été frappées, les intercepteurs ne peuvent pas être installés. Le goulot d'étranglement n'est pas la disponibilité des approvisionnements, c'est l'infrastructure spécialisée nécessaire pour convertir les fournitures en capacité opérationnelle. Et il y a un problème plus profond auquel Washington doit faire face, mais qu'il ne veut pas reconnaître publiquement. La capacité de production de chars américaine est limitée et les stocks américains ne sont pas infinis. Les États-Unis maintiennent une réserve stratégique de véhicules blindés, mais ces réserves existent pour soutenir les besoins opérationnels américains, pas pour remplacer la flotte de chars d'un autre pays. Transférer des centaines de chars à Israël pour compenser ce que l'Iran vient d'éliminer dégraderait l'état de préparation américain pour des imprévus sur d'autres théâtres.
Et ces imprévus incluent des scénarios de conflits potentiels avec la Chine et la Russie que le Pentagone considère comme plus significatifs sur le plan stratégique que le Moyen-Orient. C'est la réalité des relations d'alliance. Lorsque les coups deviennent sérieux, les États-Unis fourniront un soutien à Israël jusqu'au point où ce soutien ne compromet pas les intérêts stratégiques fondamentaux américains. Au-delà de ce point, Israël opère seul, et la destruction systématique de l'infrastructure de maintenance et de production de chars d'Israël a poussé le coût d'un soutien significatif au-delà de ce que Washington peut fournir sans accepter un risque inacceptable pour sa propre structure de force. De mon point de vue, ce que cela expose, c'est la fragilité fondamentale des architectures de sécurité construites sur une dépendance externe. Israël a conçu ses forces terrestres en partant du principe que la logistique américaine serait toujours disponible comme renfort en cas de besoin. Cette hypothèse a fonctionné tant que la demande sur la logistique américaine n'a jamais dépassé ce que Washington était prêt à fournir. Les frappes de l'Iran ont créé une demande qui dépasse ce seuil. Et Israël découvre maintenant ce qui se passe quand la cavalerie n'arrive pas parce que la cavalerie a d'autres engagements. J'ai déjà vu des armées perdre leur capacité de combat principale auparavant. J'ai vu cela arriver à l'Irak en 1991 et de nouveau en 2003. Mais ce qui arrive à Israël est différent de manière significative. L'Irak a perdu ses forces blindées par destruction directe au combat. La puissance aérienne et les forces terrestres de la coalition ont physiquement éliminé les chars irakiens sur le champ de bataille. Israël est en train de perdre sa capacité blindée sans que les chars n'aient jamais été détruits au combat. Ils sont éliminés par l'inanition logistique. Et cela crée un autre type de crise car la doctrine, la formation, toute la structure organisationnelle des forces terrestres de Tsahal suppose la manœuvre blindée comme fondement. Lorsque ce fondement disparaît, ce qui reste n'a pas de concept opérationnel cohérent. La doctrine terrestre israélienne est construite autour d'équipes interarmes, infanterie, blindés, artillerie, ingénieurs opérant dans des ensembles coordonnés où chaque élément soutient les autres. Les blindés fournissent la mobilité protégée et la capacité de tir direct. L'infanterie fournit la sécurité rapprochée et la capacité de guerre urbaine. L'artillerie fournit les tirs de suppression. Mais l'ensemble de la structure suppose la disponibilité des blindés. Retirer les blindés et l'infanterie devient vulnérable aux blindés ennemis que la force terrestre ne peut plus contrer. L'artillerie perd la protection que les blindés lui procurent pendant les déplacements. L'équipe interarmes devient une collection de capacités isolées qui ne peuvent pas se soutenir mutuellement comme la doctrine le suppose. Concrètement, cela signifie que la capacité de combat terrestre de Tsahal se dégrade plus rapidement que ne le suggérait le seul taux de panne des chars, car l'ensemble de la structure de force a été conçu autour d'une hypothèse qui ne tient plus. Les unités formées pour opérer comme des équipes interarmes essaient maintenant de comprendre comment opérer comme des forces exclusivement d'infanterie ou exclusivement d'artillerie. Et ce n'est pas ce à quoi leur formation les a préparés. Commandants dont toute l'expérience opérationnelle implique la planification de manœuvres blindées sont maintenant confrontés à des problèmes tactiques auxquels leur éducation et leur expérience ne les ont pas préparés. Pendant ce temps, l'Iran et ses partenaires régionaux, le Hezbollah et les forces alignées sur le Liban, en Syrie et en Irak, conservent leur capacité blindée et opèrent maintenant contre un adversaire dont la capacité à contrer les blindés a été systématiquement éliminée. L'équilibre tactique a basculé d'une manière qui rend les opérations terrestres de manière exponentielle plus dangereuses pour Israël. Une force d'infanterie affrontant des positions retranchées soutenues par des blindés se trouve dans un désavantage catastrophique. Et c'est la situation à laquelle Tsahal est maintenant confrontée dans tout scénario où elle tente des opérations terrestres au Liban ou en Syrie. Voilà à quoi ressemble la défaite dans la guerre du XXIe siècle, non pas l'effondrement spectaculaire des forces sur un champ de bataille, mais l'élimination silencieuse et systématique de l'infrastructure logistique et industrielle qui rend les opérations soutenues possibles. Et les soldats sont toujours là, mais la capacité de les employer efficacement a disparu. Et sans cette capacité, tout le concept opérationnel s'effondre. La leçon plus large qui se dégage de la crise des chars d'Israël est une leçon qui devrait concerner chaque institution militaire qui a bâti sa structure de force sur l'hypothèse que la sophistication technique compense la vulnérabilité logistique. Ce n'est pas le cas. L'Iran a démontré qu'un adversaire patient, doté de suffisamment de renseignements et d'une capacité de frappe de précision, peut démanteler systématiquement même la capacité militaire la plus sophistiquée en ciblant, non pas les armes elles-mêmes, mais l'infrastructure qui les soutient. Et ils l'ont fait avec des systèmes d'armes que les analystes occidentaux ont passé des années à rejeter comme grossiers, imprécis et stratégiquement insignifiants. Les missiles de croisière qui ont détruit l'usine IMI, le complexe de Tel HaShomer et le dépôt d'Hatzerim,
n'étaient pas des systèmes hypersoniques exotiques, c'étaient des missiles de croisière subsoniques, certains transférés par la Russie, d'autres produits nationalement guidés par des systèmes de navigation indépendants du GPS et employés avec un niveau d'art opérationnel qui a transformé la capacité technique en effet stratégique. Ce que cela confirme, c'est une conclusion à laquelle je parviens depuis des années. L'autonomie en matière de production de défense est un atout stratégique qu'aucune garantie d'alliance ne peut remplacer. L'Iran a construit sa force de missiles sous sanction, a développé sa technologie de guidage sans accès aux composants occidentaux et a créé une capacité de renseignement de ciblage que personne ne lui a remise. Le résultat est une armée qui peut opérer de manière indépendante, frapper de manière décisive et soutenir des opérations indépendamment de ce que fait ou ne fait pas tout acteur externe. Comparez cela avec la position d'Israël, posséder les chars les plus techniquement avancés de la région, mais incapable de les soutenir, parce que l'infrastructure logistique dont ils dépendent a disparu et ne peut pas être rapidement remplacée. Mon évaluation est que nous venons d'assister à la confirmation opérationnelle d'un principe stratégique que l'ère de l'après-guerre froide nous avait permis d'oublier. Les guerres ne sont pas gagnées par le camp qui possède le meilleur équipement, elles sont gagnées par le camp qui peut soutenir les opérations le plus longtemps. Et la durabilité exige de la profondeur dans la production, dans la logistique, dans le capital humain de techniciens et d'ingénieurs formés. Ce genre de profondeur ne provient que d'un développement autonome sur de longues périodes de temps et cela ne peut être ni acheté, ni transféré, ni emprunté lorsque la crise arrive. L'Iran l'a bâti, pas Israël. Et la différence est maintenant en train de définir la guerre. La flotte de chars d'Israël ne reviendra pas, ni dans des semaines, ni dans des mois. Et étant donné l'ampleur de la destruction des infrastructures, possiblement dans aucun délai pertinent pour le conflit actuel, ce que l'Iran a accompli n'était pas une victoire tactique qui déplace l'équilibre du champ de bataille à court terme. C'était une élimination stratégique de la capacité de combat terrestre d'Israël à sa racine industrielle et logistique. Les chars qui restent continueront de se dégrader à mesure que les exigences de maintenance dépasseront la capacité disponible. Et dans un laps de temps relativement court, ce qui était autrefois la force blindée la plus performante du Moyen-Orient sera une collection statique de véhicules immobilisés qui ne peuvent être ni réparés, ni ravitaillés, ni employés opérationnellement. Voilà à quoi ressemble la victoire lorsqu'elle est obtenue non pas par une action héroïque sur le champ de bataille, mais par un travail patient de renseignement et un ciblage systématique. Et c'est une victoire que le réapprovisionnement américain ne peut inverser. Parce que le problème n'est pas une pénurie de chars ou de pièces, c'est l'absence de l'infrastructure requise pour les employer. Cette infrastructure a pris des décennies à construire. L'Iran l'a éliminée en 72 heures. Les implications stratégiques de cette disparité résonneront dans chaque institution militaire qui observe ce qui vient de se passer et comprend ce que cela signifie. Voici donc ma question pour vous. Nous avons maintenant vu l'Iran démanteler systématiquement la puissance aérienne d'Israël, son réseau logistique et sa capacité blindée grâce à un ciblage de précision des infrastructures. Nous avons vu Washington incapable ou peu désireux de fournir un soutien à l'échelle requise pour compenser ce qui a été perdu. Que se passera-t-il ensuite lorsque la capacité militaire d'Israël aura été vidée de sa substance et que la guerre terrestre que tout le monde craignait deviendra impossible à mener pour l'un des camps? Laissez votre évaluation. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, partagez-la, abonnez-vous et restez avec moi pour ce qui va suivre, car ce n'est pas terminé.